En prenant les rênes de cette administration, j'ai trouvé la funeste habitude d'établir, de livrer à la police de tous les coins de la France les lettres qu'elle réclamait comme suspectes. J'ai détruit ici, violemment, c'est à vous, en éloignant de l'administration ceux des directeurs qui l'avaient commis, et du moins les secrets citoyens ne feront plus prostituer à la pure espèce de d'homme. J'ai pris le parti bientôt de trancher toute communication avec Fouché et de me la jamais pardonner. Le gouvernement, cependant, reçut l'approbation de la France entière. Son nouveau système d'administration était plus approprié à l'esprit national. Les magistrats ayant été pris dans la classe éclairée de la société. Le désir de plaire, le besoin d'être aimé guidait tous les fonctionnaires. La politesse de toutes les convenances d'un État civilisé avaient remplacé toutes les formes brutales de la République. L'ordre commençait à renaître partout. Le premier consul avait promis la paix. Elle venait d'être donnée, avec toutes les apparences d'une longue durée. La France était fière de son premier magistrat et sa gloire était portée au plus haut degré. Aux conquêtes de la Révolution venant d'être ajoutées toute l'Italie septentrionale, brillante conquête qui enchantait la nation et qu'elle a toujours été destinée à un pays si charmant. La paix avec l'Angleterre mit le comble à la joie publique. L'imagination ne mettait plus de bornes à la prospérité nationale et tous ces rêves à Léon se réalisaient. Expédition de Saint-Domingue confiée à des hommes trop faibles et qu'il n'aurait peut-être pas fallu entreprendre, fut un échec et le renouvellement de la guerre avec les Anglais un malheur. Mais la France était pleine d'énergie et partageait l'audace et le bonheur de son chef. Elle ne craignait que le malheur de la perdre, ce qui élevait peu le sort au milieu des dangers de la guerre. Les princes de la maison de Bourbon les tenteront qu'une fois et failleront réussir. Des cas suite à pied parviendront peut-être à concilier les maximes de l'Évangile et les inspirations de la pitié avec la résolution du plus grand des crimes, celui de l'assassinat. Quoi qu'il en soit, les princes commanderont cet assassinat, entreront dans tous les détails de l'exécution, désigneront la victime, et l'un d'eux envoya peu les consommer ses serviteurs les plus fidèles et ses amis les plus dévoués. C'est en 1804 que cet événement eut lieu. Depuis quelque temps, les premiers consuls qui se faisaient traduire avec soin les journaux anglais étaient étonnés de n'y plus trouver d'invectives ni de menaces contre Louis. Ce silence lui parut suspect. Et lui qu'il était tourmenté peu l'insomnie. Il se leva, cherchant dans les rapports de la police qu'il avait reçus plusieurs mois auparavant. Il trouva qu'un homme appelé Carrel avait été arrêté sur les côtes de Normandie avec 2 autres individus et qui avaient été gardés en prison. Depuis cette époque, fortement soupçonnés d'être des chouins et d'arriver d'Angleterre pour quelque dessein sinistre, il envoya l'ordre à l'instant de faire mettre ces jeunes gens en jugement. Ils feront probablement convaincus, car ils seront condamnés à mort. Le commandant de cette division envoya le jugement pour être exécuté au chef de l'état-major. C'est lui n'ouvrit la lettre qui est dans la nuit au sortir du bal et dormit dessus. Si l'ordre avait été donné, exécuté par conséquent à 7 heures du matin, il est probable qu'il la nuit emportait le secret de ses malheurs. Mais dans la matinée, tous les heureux du supplice jetteront l'épouvante dans l'âme de querelle, l'approche de l'heure fatale. Il tomba dans les convulsions si violentes qu'on les coups empoisonnés. Le médecin qui fut appelé chercha à l'encourager. Quelques demi-mots échappés et ce malheureux engageront ce médecin envoyé près de lui un homme droit qui serait peut-être tiré des œuvres importants si sa race pouvait lui être promise. On la lui promis au moment où ses compagnons allaient au parti pour le supplice.
Ils exhorteront à conserver sa vérité. Tu ne diras plus que tout dansé. Lui dit l'un d'eux, la mort est si proche et si prompte. Ton cœur, un peu de courage. Il résista à ses deux complices. Les quitteront au son des épaules et s'en alleront tranquillement se faire fusiller, correspondant à voir que plusieurs migrés avions du partir d'Angleterre peuvent venir assassiner le premier consul qui cherche et quelques-uns de ses camarades devions faire partie du complot. Ils ne nomma pourtant pas le général Pichegru. C'est léger. À 10 000 la police sous le voie des conspirateurs. Fouché n'était plus ministre de la police à cette époque que ce département avait été réuni à celui de la justice. Union bizarre et généralement blâmée qui donnait au gouvernement un caractère de despotisme. Dieu, la justice soulevait son bandeau peut arrêter et le passé peut juger. Mais toutes les défis de Fouché étaient restés et quoique les confuses régnaient, ce ne sont pas ont fait usage, peut-être parce qu'ils ont laissé avec répugnance les chefs de la police mais en rendre en œuvre tout le savoir-faire. On apprit bientôt que M. de Rivière, fils du duc de Polignac, étant arrivé à Paris, ils se feront arrêter et avec une dizaine de misérables sicaires qui n'avaient pas même de réputation dans la Vendée, voleurs de diligence, énoncés des crimes les plus vils et les plus odieux. Les aveux de quelques-uns de ces misérables annonceront que Georges était le chef de la conspiration. L'un des complices déclara qu'il avait vu dans le retraité de Georges un homme qui se portait un respect profond et qui en était traité avec une supériorité marquée. On supposa que c'était le duc d'Orléans et Bonaparte envoya un aide-de-camp à Ettenheim pour savoir ce qui faisait le duc d'Orléans et si sentait souvent de la résistance, le décon revint déclarer que le duc faisait souvent des absences, 6 à 12 jours, et qu'on ignorait où il allait. On a conclu qu'il était venu à Paris incognito, et que c'était lui qui cherchait traiter avec tant de respect. Son arrestation fut décidée peu de jours après sa mort, Pichegru fut arrêté, et le nommé Picot, qui avait fait cette déclaration, confronté avec Pichegru, l'ayant reconnu peut être l'homme qu'il avait voulu désigner. Le premier consul, quand il l'a pris, frémit de désespoir. Maudit rapport! Fatal et décon! Pichegru arrêté, Bonaparte se décida à assurer du général Moreau. Le premier avait été trahi par le second. Avant la 18 fructidor, Bonaparte avait acquis la preuve matérielle que ces deux hommes s'étaient réconciliés par l'autre ami. C'est une Abbé David qui était leur intermédiaire. Il ne la produisit pas cependant et il fit bien l'instruction du procès démontra jusqu'à l'évidence que Georges et ses amis s'étaient rendus à Paris pour assassiner le chef du gouvernement, que M. de Rivière Premier et de Comte. M. Comte III était du complot, qui avait été envoyé pour participer, pour le diriger, que M. de Polignac, attaché par affection et par leur naissance à la maison de Bourbon, étaient venus pour la même but, et qu'enfin Pichegru et Moreau, unis, devions profiter de l'attentat pour rappeler les Bourbons et les remplacer sous le trône. J'ai dit profiter, parce qu'il paraît par le mot de Pichegru qu'il n'avait pas voulu être pour quelque chose dans l'assassinat d'un guerrier à qui il devait au moins de la considération. En arrivant à Paris, il vit Georges et ayant appris que l'assassinat n'était pas consommé, il lui dit avec beaucoup d'auteur: que signifient ces délais de ces précautions? Alors vous ne calculiez rien, tenez promptement votre parole. Je ne veux voir que lorsque tout sera terminé. Georges, effectivement tout intrépide qu'il était, n'avait pas eu
Calculez en arrivant. Il resta 5 mois et demi caché dans Paris et pendant ce long intervalle de temps, la fortune lui avait présenté quelques occasions pour consommer son crime en calculant avec les chances de succès celles de son propre salut. Le premier consul était inattaquable aux Tuileries et on ne pouvait le surprendre dans ses promenades qui n'étaient pas réglées. L'assassiné au spectacle était devenu impossible depuis la tentative de la machine infernale. Georges ne pouvait donc exécuter son projet que pendant un de ses voyages et encore au moment de son départ. Cela n'était pas possible. L'armée était alors assemblée à Boulogne. Le premier consul fit 2 voyages. Il partit de Paris la première fois. Chez nous fut instruit car une balle qui donnait le second consul. Pas le Paris 20. Il était 10 heures. Et se promenant dans le salon, il m'aperçut, me fit un signe et j'allais l'attendre dans une pièce où il y avait peu de monde. Il me dit en passant, je pars dans 2 heures peu. Boulogne, 2 voitures, 6 chevaux, 8 bidets et le général de roc. J'étais aux mesures, le staff est ordinaire parti 1 heure avant lui, et il était arrivé avant qu'on puisse savoir à Paris de quel côté il s'était dirigé. Mais le retour était plus facile à savoir. On devait penser qu'il ne resterait pas longtemps à Boulogne. Le projet de Georges, ainsi qu'il l'a avoué, était de l'attendre. Retour, de se placer sur la route avec quelques affidés, de se vêtir de l'uniforme des guides qui montant, des bidis fatigués par le stafette, ne pouvions suivre la voiture qui était loin et de l'arrêter, de faire monter la première consul dans un cabriolet escorté par eux, de la conduire rapidement jusque sur le côte de Normandie et de l'embarquer pour l'Angleterre. Cette dernière partie de son projet est évidemment trop absurde pour qu'un homme comme lui se soit arrêté un instant. Il a imaginé cette fable parce qu'il avait honte d'avouer son assassinat, mais il lui était facile, en accompagnant la voiture sous le déguisement des guides, de tirer dans la voiture un coup de tremblant auquel Bonaparte ne pouvait survivre. Aux premières études de Bonaparte, Georges n'avait pas son monde. Il voulait d'ailleurs que ce fût à Paris. Le second voyage fut fait avec des mêmes précautions, excepté que Bonaparte voyagea sous le nom du général Bessillon. J'ignore ce qui a pu empêcher Georges de mettre son projet à exécution.